France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est jeudi, nous sommes le 13 juillet, j'espère que vous allez bien et en direct jusqu'à 18h30 pour votre émission Le Grand Forum bien sûr. Avec, pour les Parisiens, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, c'est le bazar complet depuis ce matin en effet, pour ceux qui sont en voiture principalement. Pourquoi ? Bien parce que Donald Trump est à Paris en visite officielle depuis ce matin, arrivé à Orly aux alentours de 8h. Et fermeture évidemment de tout le passage où le président des États-Unis bien passe. Donc évidemment cela occasionne de gros embouteillages et ça va durer d'ailleurs ainsi pendant 2 jours. Des boulevards, des stations de métro fermées, ça va être un petit peu la pagaille et pour cause donc le président des États-Unis. Je vous expliquerai d'ailleurs, on vous expliquera tout à l'heure le dispositif assez impressionnant quand même qui a été mis en place pour accueillir le président des États-Unis en visite officielle. Un président qui est pourtant de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'inviter Donald Trump pour les festivités du 14 juillet ? C'est la question qu'on se posera et à laquelle tenteront de répondre Bouchra, la baronne qui est avec nous. La baronne Bouchra, ça fait un petit moment d'ailleurs. Salut Bouchra. Comment ça va ? Eh ben écoute, impeccable. Tarek aussi qui est de la partie. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Tarek qui revient tout frais d'un bateau, d'une petite balade en bateau. Oui, on va laisser tout ça pour la semaine prochaine puisque c'est les vendredis en général. Mais en 2 mots, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, les Tunisiens qui habitent le sud de la Tunisie et qui sont donc aujourd'hui soit émigrés en France, Tunisiens résidents d'étrangers, soit citoyens français, ont pu parcourir la distance Marseille-Zarzis, donc frontière libyenne, en bateau pour la première fois de l'histoire. Nous y reviendrons la semaine prochaine, alors que d'habitude, ils descendaient à Tunis, la Goulette. La Tunisie fonctionne comme la France. Il y a une ville qui s'appelle la capitale, ici c'est Paris, là-bas c'est Tunis, et tout se passe à partir de Tunis. Et donc il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, et les gens quand ils arrivent au bout de 24 heures, ils rajoutent en gros une dizaine d'heures pour arriver jusqu'à chez eux. Ouais. Il y a une grosse bataille qui a été couronnée par un succès, et donc maintenant les habitants du sud de la Tunisie peuvent partir de France, de Marseille, pour arriver jusqu'à chez eux, en bateau, moins de morts, moins d'accidents, moins de risques. Donc formidable. Belle expérience donc que vous avez vécu, c'était la semaine dernière. 36 heures. 36 heures pour ce premier voyage inaugural donc qui justement permettra de faciliter la vie de beaucoup de Tunisiens principalement habitant dans ces secteurs. Et peut-être de redresser un petit peu l'économie du Sud, puisque tout pourra partir par bateau directement sur place, sans avoir encore une fois à transiter par Tunis. Par Tunis. Très bien. Alors mon cher Tarek aussi, nous allons parler donc de Donald Trump assez longuement d'ailleurs parce que c'est quand même une visite importante, c'est quand même un fait important. Il va se passer des choses, il s'est déjà passé des choses d'ailleurs. Vous savez que la femme de Donald Trump est partie en surprise à l'hôpital Necker cet après-midi. Et puis ce soir, ils vont carrément privatiser la Tour Eiffel pour y déjeuner avec le couple Macron ce soir. Et il participera donc aux cérémonies donc du 14 juillet demain matin. Et il fera visiblement un point de presse cet après-midi, ce soir, en début de soirée, où il répondra aux questions des journalistes et sans nul doute que l'affaire de la Russie, ou plutôt de la Russie qui a eu de l'influence dans la campagne américaine, sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis, sera au cœur des questions peut-être posées par les journalistes. On verra ça en tout cas. Quelques moments forts que nous passerons en détail donc de cette visite officielle. Mais la question qu'on peut se poser et à laquelle on va tenter de répondre Tarek Bouchra, c'est Donald Trump de plus en plus isolé sur la scène internationale. Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'inviter Donald Trump aujourd'hui en France en visite officielle et surtout est-ce que cela ne présage pas un mauvais sort pour lui parce qu'on sait que quelques présidents ont eu à passer par le 14 juillet, je vous en cite 2, le colonel Kadhafi, Bachar el-Assad, on sait ce qui est arrivé pour le premier, pour le deuxième on sait aussi ce qui lui arrive en ce moment. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire quand on est président d'un pays et de venir assister au 14 juillet. Bon, heureusement, il y a eu d'autres invitations et d'autres présidents pour qui ça allait beaucoup mieux. Alors, on va aussi parler de cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans la presse, Tarek Mami. C'est ces fameuses photos publiées par Paris Match. Des photos s'appuyant sur la vidéosurveillance des attentats de Nice, dont c'est le premier anniversaire demain. Et d'ailleurs, à ce titre, le président Macron, qui finalement ne fait rien comme les autres, ne fera pas la fameuse interview du 14 juillet, parce qu'il se rend à Nice pour le premier anniversaire des attentats de Nice, qui, vous a rappelé évidemment, était extrêmement sanglant. Donc ces photos
des associations de victimes ont déposé un référé et le rendu sera donc donné tout à l'heure à 18h. Pour faire annuler justement cet article. Alors c'est vrai que dans ce même journal de Paris Match, on peut y retrouver aussi des photos assez dures des victimes aussi du côté de Mossoul en Irak. Bref, jusqu'où peut aller la presse finalement? Est-ce que c'était nécessaire de publier des photos de la sorte? On se posera aussi la question. Sans oublier le zapping bien sûr, le j'aime ou j'aime pas. Ma chère Bouchra, ton avis tranché, tu nous as réservé quoi? Alors mon avis tranché suite à l'affaire en fait dans le Loiret en fait par rapport aux intervenants sociaux dans la police et les gendarmeries, une subvention qui avait sauté et qui a été remise justement. Je voudrais vraiment remettre un point sur l'importance en fait des intervenants sociaux dans la police et les gendarmeries. Vous expliquer en quoi ça consiste et d'où l'importance c'est que le gouvernement justement doit maintenir ce budget. Très bien. Et ton coup de cœur sera en personne, je crois. Oui. C'est un magicien. Oui. Alors Sossam le magicien, notre communauté, un jeune que j'ai découvert et que j'ai découvert à la télé et puis sur les réseaux sociaux et qui m'a fait aussi un tour de magie et qui m'a complètement bluffé et je trouve ça énorme et donc voilà quoi. Et c'était vraiment mon petit coup de cœur et donc il arrivera tout à l'heure pour parler un petit peu de sa petite très bien. Carrière qui démarre. Alors, en guise de coup de cœur musical, finalement, ça pourrait être très bien le générique, je sais pas, pour la saison prochaine de l'émission Le Grand Forum. C'est HK et Saltamanque, c'est le titre. On ne lâche rien. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 en direct jusque 18h30 avec nous en ce jeudi 13 juillet avec Tarek Mami et avec la baronne Bouchra. Tarek Mami d'ailleurs qui m'a envoyé des petites brèves qu'on devra commenter tout à l'heure. C'est bien ça Tarek. Vous faites mon boulot maintenant, c'est bien. Non, c'est pas votre boulot. Non, mais moi j'aime bien, j'apprécie. Moi aujourd'hui, je suis à un degré de saturation oui. de trouver que les mêmes infos tournent sur tous les médias, y compris le nôtre des fois. Et c'est-à-dire que l'auditeur il dit pourquoi je vais écouter France Maghreb 2? Bah c'est France Maghreb va aujourd'hui parler de Trump comme RMC, comme BFM, comme et après je sais pas quoi. Et donc je dis de temps en temps, quand le temps me le permet, je vais aller chercher ces trois informations, notamment une dans, je sais pas si les auditrices et les auditeurs en ont parlé, notre ami Jawad Ben Daoud, le logeur des terroristes. On va en parler tout à l'heure. Ah, Jawad. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'il devient? Moi, je sais ce qu'il devient. Non pas parce que je l'ai inventé, mais parce que je vais aller chercher des sources d'informations différentes. Et le hasard de la vie fait que les informations tombent. Il y a une autre information. Il y a la grosse bataille de Nice pour la mosquée Enour. Je vous raconterai tout à l'heure et vous allez rigoler. Et parce que l'État, c'est-à-dire l'État ou la République française aujourd'hui, on sait plus quoi dire, prend une position par un fonctionnaire de l'État et quelques jours après la même position le suivant prend c'est-à-dire le fonctionnaire suivant, préfet pour ne pas le citer, prend exactement la décision contraire de celle qui a été exigée par ses prédécesseurs. Et donc ces informations pour moi doivent aussi circuler pour que quelques-uns et de temps en temps, on n'est pas toujours obligé de faire ça, cher Christophe, mais de dire tiens, sur France Maghreb 2 en entendant, j'ai entendu plutôt 3 trucs que j'entends pas ailleurs. Si on pouvait de temps en temps, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine et tous les jours aller chercher, et vous êtes capable de le faire, cher Christophe, 1 ou 2 brèves, on appelle ça des jours, différentes de tous les autres, moi je pense que ça peut aussi réveiller quelques somnolences. Et je dis somnolence parce qu'on est en plein été, qui commence à faire vraiment chaud et qu'on devient feignant, on gobe ce qu'on nous met dans la bouche et on cherche même pas à savourer si c'est bon ou pas. L'essentiel c'est de manger. Eh ben tiens, puisque vous le dites, on va justement le faire parce qu'on le fait régulièrement dans ce qu'on appelle le j'aime ou j'aime pas. Tout à fait. Alors j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tiens, la reprise de Mossoul. Bernard-Henri Lévy compare, écoutez bien, l'armée kurde et les chiens des guerriers irakiens. Voilà ce qu'il a déclaré. L'armée kurde et les chiens de guerriers irakiens. Ah bah alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Non mais moi je vais vous dire ce que ça veut dire. Comment ça? Non mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Monsieur BHL vient de découvrir qu'il a trop de maisons dans le monde, qu'il n'arrive pas à vivre dans toutes ces maisons, et il décide d'en vendre une à Tanger, je crois au Maroc, quelque chose pour 4 ou 5 millions d'euros, parce qu'il faut récupérer l'argent, parce qu'il n'a plus un jour par an pour aller à Tanger, comme il a déjà la maison de Marrakech, donc il va plutôt à Marrakech, aux États-Unis, au Canada et en France, et donc vous voyez que chacun c'est ses problèmes, et donc c'est peut-être ça qui l'amène à parler français et parler Kurdes des trucs, parce que les Kurdes n'ont pas suivi sa vision des politiques du monde.
se comportent comme des citoyens irakiens et non pas comme des citoyens comme les quelques Libyens vendus à Monsieur BHL. Et surtout parce que, et ça c'est juste pour réveiller un petit peu les oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs, surtout de côté de Marseille, qui eux retiennent les belles phrases, c'est que Monsieur BHL est tombé dans le piège, je le répète pour la énième fois, du canard enchaîné, qui a inventé un philosophe qui n'a jamais existé. Et un an après, Monsieur BHL publie un livre de biographie sur ce philosophe qui n'a jamais existé. Donc voilà, Monsieur BHL. Donc il peut dire ce qu'il veut du Kurde. Il est à côté du Kurde. Alors, tiens, ça va vous intéresser tous les deux, ça. Et donc j'aime pas. Bah évidemment. Moi non plus. Ouais. Selon une étude, les Français sont de plus en plus accros à leur smartphone, y compris d'ailleurs pendant les vacances où l'on voit fleurir de plus en plus des gens allongés sur leur serviette de plage l'été avec le téléphone, le smartphone en train de regarder leur Facebook ou Twitter. Moi, je n'aime pas d'abord. Et deux, je vais demander à Medjahed de nous trouver une statistique parce qu'il est capable de chercher de trouver. C'est la statistique, combien il y a eu de divorces à cause des smartphones depuis une dizaine d'années. Et vous allez voir, donc c'est pas bien. Christophe va nous trouver ça, Medjahed va nous trouver ça, parce que ça devient des... c'est pas que les smartphones en fait, je dirais même avec les réseaux sociaux, parce qu'on est tout le temps connectés. Voilà, mais on utilise le smartphone. Et ça pose aujourd'hui des vrais problèmes de communication dans les couples. Tout à fait. Jusqu'alors, moi je connais des couples pas que dans les couples, dans les familles, les enfants. Je connais des couples qui communiquent par SMS. Oui, bien sûr. Non, mais quand ils sont dans la maison. En plus, oui, des fois ils peuvent être dans la même pièce. Quand ils sont dans le travail, il n'y a pas de problème. Ils regardent le même film ensemble devant le même écran. Et il y en a un qui a une réaction pour ne pas perdre le fil du film. C'est fou, hein. Ben, il envoie l'SMS ou le WhatsApp et il continue. Et donc, voilà. Non. Est-ce que vous êtes accro à votre smartphone, mon cher Tarek Fahmy, y compris d'ailleurs pendant les vacances? Alors, j'essaye de m'astreindre, ce qui est très difficile. Ouais. On est dépendant de ce truc. Non, mais moi, si vous voulez, mon smartphone, c'est principalement un instrument de travail. C'est un outil de travail. Oui, plus qu'un truc d'amusement et tout ça, vous le remarquez d'ailleurs, cher Christophe, dans nos différents échanges à l'intérieur de la radio, à l'extérieur. Par contre, quand je sais, par exemple, là, en gros, entre le 10 août et le fin août, comme je sais que les administrations françaises sont en ralenti et tout ça, je vais essayer, en général, de diminuer et je vais plutôt aller sur mon smartphone pour lire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'amène avec moi moins de livres. En termes de poids, et je prends les 2-3 livres qui me tiennent à cœur. Il y en a un qui est tous les ans avec moi. Je vous donnerai son titre si vous voulez. C'est difficile à trouver, mais il obligera quelques-uns à réfléchir. Je l'écrirai tout à l'heure parce que c'est en arabe, traduit en français. Et en fait, c'est sur la création du monde. Et c'est le Robinson Crusoe chez les philosophes musulmans, quelqu'un qui se retrouve tout seul dans une île, cher Christophe, et qui petit à petit va arriver à se prouver à lui-même l'existence de Dieu. Et c'est un truc qui fait 120 pages, mais il est écrit d'une manière extraordinaire. Et donc, au lieu de celui-là, il est toujours dans la valise, dans la mallette, et quelques autres. Tu l'as téléchargé, t'as tout mis. Non, il est pas. Justement, ce genre de livres ne sont pas sur Internet. Et les autres, je les télécharge, je les amène avec moi, et je vais par exemple cet été terminer 2 ou 3 livres, notamment le livre, même si c'est pas la question, excuse-moi Christophe, je divague en quelque sorte. C'est le livre du président Hollande que j'ai pas eu le temps de terminer, 630 pages, ce qu'un président ne devrait pas dire. J'ai parcouru, là je vais le lire. Et le dernier livre de Madame Clinton qui vient de sortir avant-hier et qui explique comment disloquer le Moyen-Orient. Très bien, donc bonne idée de lecture pour les vacances. Voilà, et donc, en fait, quand on est ensemble, faut essayer, c'est pas évident, faut essayer de faire l'effort de se déconnecter de son smartphone qui devient une plaie. Mais un truc tout bête aussi. Vous savez les photos à l'époque avec notre bon vieux appareil photo qu'on allait faire développer les photos etc. On avait des petites photos avec les albums photos, c'est fini tout ça. Bah oui, même les cartes postales et tout ça maintenant c'est instantané parce que vous prenez la photo là où vous êtes en vacances, vous envoyez. Maintenant il y a tout, il y a Snapchat, il y a WhatsApp, il y a tous les copains d'un coup. C'est ça. Vous gagnez les 20. C'est ça en fait qui fait qu'on est accro un petit peu parce que vous gagnez le prix de 20 timbres. Même que 20 enveloppes et 20 écritures. C'est à toi la photo. Comme Tarek disait, c'est vrai que c'est un outil aussi professionnel pour tous ces. Enfin, moi je suis community manager aussi à côté, donc du coup je l'utilise aussi pour le professionnel. Mais d'un côté, même quand on est en vacances, on est toujours connecté parce que via les réseaux sociaux et puis transmettre un petit peu. Alors il y a une bonne raison en fait pour décrocher.
faut oublier de recharger le téléphone, Ah bah là. s'énerver quand Mais on maintenant, il y a des batteries, qu'on emmène. s'énerver. Moi, je sais qu'avant, j'avais C'est pas de Tarek qui batterie. dit ça, qui a je sais pas combien de batteries sur lui, Ah, je sais pas combien de Maintenant, je chargeurs. me balade Moi, toujours avec une batterie moi, dans mon j'en ai- sac. Moi, j'en ai Et- au moins 4 ou 5 Bah oui, mais maintenant, on est et je devenu, pourrais passer presque 4 jours hors de toute connexion électrique. Ouais. On continue à avoir des batteries. Moi-même, au Maroc, dans les montagnes, au Rif, Ah, voilà. j'ai réussi à avoir de la connexion à 3G et j'étais vraiment ravie parce que c'est vrai que. Vous avez autre chose aussi à faire Hein maintenant pour nous qui partons souvent au Maghreb, c'est d'acheter ici ou là-bas le chargeur solaire. Ah oui, oui, Bah, Bah, c'est c'est pas sûr mal. que ça marche bien là-bas. Ah bah, Ouais, ça ça, marche. c'est pas mal. Et vous le collez Ah bah sur oui, votre là. truc et comme il y a toujours du Et il y a soleil, toujours du soleil, ça, c'est- il est toujours c'est économique, en électrique. D'ailleurs, c'est pas le prochain iPhone qui va se recharger par le solaire justement. Je sais pas, mais Ouais, en je tout crois, cas, hein. ça existe déjà. Déjà, il y a des, oui, il y a L'iPhone déjà 8, des. ouais. Le prix de base, c'est 1500 €. Hein. Bon. Non mais en fait, en fait, il devrait créer. Je conseillerais peut-être un jour au patron des iPhone et tout ça, qu'au bout de, disons 12 heures de communication, le téléphone se coupe tout seul et met 8 heures à redémarrer. Donc, Mais là, mais non, mais on non, devient mais fou. comme ça, chacun choisit ses 12 heures. Et donc, oui. si c'est les gens qui se lèvent à 7 heures du matin, ben, ils ont de 12 heures jusqu'à 22 heures. La nuit, il n'y a plus rien. Et les gens qui, comme moi, travaillent beaucoup la nuit, ben, ce serait plutôt, je sais pas, Oui. moi, en 14 heures, 4 heures du matin. Je suis pas sûr que ça soit un argument de vente Tarek, hein, mais bon. Non, ça s'appellera pour votre santé. Non, Et on ouais. fera une étude de l'OMS pour indiquer que plus de 12 heures par jour, vous chopez le cancer. Et comme les gens croient tout ce qu'on leur dit, ben, ils se plieront à ça. Selon Thierry Solaire, les LR est un parti de la droite et du centre, non pas un parti identitaire. Voilà ce qu'il a déclaré Thierry Solaire. Oui, j'aime, mais ça, c'est dans sa conception à lui, dans la conception de Monsieur Juppé et de quelques-uns. Ce n'est pas la conception ni de Monsieur Sarkozy, qui joue l'opportunisme, même si vous savez qu'il a dîné la semaine dernière avec le président Macron. Oui, alors il paraît que ça s'est fait en toute discrétion. Bon, ça n'a pas été discret très longtemps. Oui, mais En fait, c'est Macron qui a invité Oui. le couple Sarkozy et à qui- l'Élysée. Alors, et il a rajouté à la sortie qu'il invitera les autres couples des anciens présidents, Ouais. notamment Hollande et les anciens premiers ministres. C'est intéressant qu'il ait commencé par Sarkozy quand même. Eh ben oui, Sarkozy a appelé à voter pour lui. Ouais. Bon, très vite. Et il a dit aussi, si vous voulez, c'est parce que je veux rester en contact avec la vie réelle et tous ces présidents ont de l'expérience, mais C'est sûr que vie réelle, Sarkozy, oui. Oui, mais Macron c'est un magicien, il joue. Et donc je reviens sur quoi on était Thierry là Solaire. Thierry sur Solaire. Solaire. Donc c'est sa conception à lui à Juppé, c'est pas celle de Wauquiez, c'est pas celle de Ciotti, c'est pas celle d'Estrosi. Et donc aujourd'hui, en fait, comment dire, on a vu la mort annoncée des partis socialistes. Oui. On n'a pas vu la mort annoncée des LR. On y approche quand même. Attendez, Ouais. LR a aujourd'hui 100 députés, dont 30 se sont cassés, donc il reste plus que 70. Ouais. Le PS a 30 qui sont restés. Et on a l'impression quand même aujourd'hui que le PS continue de mourir, alors que le LR ne meurt pas, alors qu'ils sont tous les deux dans la même situation, cher Christophe, c'est la quantité qui change. Ils sont tous les deux à la recherche d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle idéologie qu'ils n'ont pas. Ouais, alors quand on regarde quand même en détail le vote de la politique générale d'Edouard Philippe, Oui. parce qu'on a quand même quelques questions concernant l'opposition. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal d'élus de droite qui ont voté pour. Hein. C'est 30. Ouais. C'est les 30 les constructifs. Et il y a pas mal d'abstentions aussi. Oui, oui, Bizarre. voilà, les abstentions. Alors le LR aujourd'hui, c'est comme le PS hier, c'est-à-dire c'est au moins 3 tendances. Ceux qui sont contre, toujours contre. Ceux qui sont pour, toujours pour. Et ceux qui savent pas s'ils basculent plutôt à droite ou plutôt au centre. Donc c'est un problème d'idéologie. Aujourd'hui, Macron a réussi quelque chose. C'est que lui-même, en fait, il fait une politique socialiste de droite, c'est-à-dire qu'en valse, mais avec d'autres mots. Et il a explosé les deux autres grands partis. Mais vous savez, en politique, ça dure pas longtemps. Le vainqueur d'aujourd'hui est toujours le vaincu de demain. Alors, dernière petite info dans le j'aime ou j'aime pas, le Qatar et les États-Unis auraient signé un mémorandum d'accord en matière de lutte contre le financement du terrorisme. C'est Alors, bizarre ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Qataris aujourd'hui, que je n'aime pas, hein, comme ça on est clair, Oui, on est deux. donnent l'impression qu'ils sont beaucoup plus, je dirais pas intelligents, mais pragmatiques et savent lire le moment historique que les Saoudiens. C'est-à-dire, ils sont en train de faire un choix pour qu'ils puissent continuer à défendre leur indépendance et leur souveraineté aux dépens de tout le monde, mais en sachant parler à chacun le discours qu'il aime. Et je rappelle juste qu'en gros, le Qatar, c'est 1 million d'habitants, Ouais. dont moins de 300 000 sont Qataris.
Donc vous avez un petit peuple de 300 000 qui arrive à lire l'histoire, à comprendre, à jouer sur les antagonismes des uns et des autres, puisqu'aujourd'hui il signe ce document avec les Américains, mais qu'il signe ou qu'il agit de fait avec la même manière avec les Iraniens et avec les Russes. Et donc, regardez un petit peuple qui fait ça, ça fait plaisir, même si je les aime pas. Et ça rappelle un petit peu les pays nordiques, voire l'Islande et l'Irlande, où c'est des petits peuples en termes de quantité de personnes, mais qui savent faire des choses. On rappelle aux auditeurs évidemment qu'ils peuvent nous appeler pour intervenir dans cette émission 01 40 33 9000 par le biais aussi des mails lgf@francemaghreb2.fr via aussi le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Vladimir Poutine, vous en souvenez certainement, avait été reçu au château de Versailles. Pour Donald Trump, ce sera l'hôtel des Invalides et la visite donc du tombeau de Napoléon. Avant un entretien à l'Élysée et un dîner au 2e étage de la Tour Eiffel dans un prestigieux restaurant, en présence donc des premières dames, en pleine tourmente à Washington avec les derniers épisodes du scandale de l'ingérence russe dans la campagne et notamment les révélations du fils Trump. Isolé diplomatiquement après le dernier G20, le président américain vient prendre un bol d'air frais à Paris, même s'il sait qu'il aura sans doute à justifier son retrait de l'accord climat de 2015. Bref, ça fait beaucoup quand même d'interrogations concernant une visite officielle dont beaucoup parlent évidemment aujourd'hui, et pour cause, même si on n'est pas au courant que Donald Trump est là, on s'aperçoit quand même qu'il se passe quelque chose quand on est automobiliste, tellement la pagaille était au rendez-vous ce matin, Tarek Mami, puisqu'il est arrivé aux alentours de 8h à Orly et on a fermé carrément toute la route du cortège qui l'emmenait de l'aéroport jusqu'à son lieu de résidence. Et ça va durer d'ailleurs ainsi 2 jours puisque eh bien il sera donc ce soir à la Tour Eiffel qui sera pour le coup fermé, évacué. Ça on peut le comprendre pour raison de sécurité. Mais en tout cas beaucoup de stations de métro vont être fermées. Beaucoup de routes, enfin toutes les routes, boulevards, avenues que le président va traverser seront fermées. Donc ça risque d'occasionner une grosse pagaille. Tarek Mami, bon je sais que vous n'avez pas de voiture donc tout va bien. Mais bref, ça va être le bazar complet. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Et alors la question que j'ai envie de vous poser, Tarek, moi aujourd'hui, Tarek Bouchra, est-ce que Emmanuel Macron a-t-il eu raison d'inviter un homme qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale? Vous savez, Christophe, moi j'ai envie de prendre le contre-coup de tout ce que vous allez dire aujourd'hui pour une raison simple. Et par exemple, je voudrais plutôt dire qu'aujourd'hui nous avons à la fois un président de la République, un ministre de la Culture, un ministre du Tourisme, en la personne de M. Macron, c'est pour ça que pour le moment je l'appelle le magicien, parce qu'il se débrouille à chaque fois où il reçoit une personnalité, d'aller lui faire découvrir un lieu historique de la France. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que d'abord la presse française, souvent très ignare, et surtout la presse internationale, consacre du temps à ce monument dans lequel Macron reçoit les gens. Et regardez déjà, à 2 reprises, donc il y a eu surtout la première reprise quand il a reçu Poutine, qu'est-ce que la presse étrangère a écrit sur Versailles et donner envie aux citoyens du monde de venir visiter Versailles. Aujourd'hui, il fait pareil avec les Invalides. Et donc, moi, c'est ce côté-là, si vous voulez, que j'apprécie chez le président Macron, c'est qu'il utilise les occasions pour, si vous voulez, vendre la France qui, comme dit M. Trump, est aujourd'hui un endroit triste, en tout cas d'un point de vue américain. Alors voilà, pour parler un peu de Trump, mais c'est extraordinaire ce que ce président est en train de changer l'image de la France, tant et si bien qu'un vieux grognard, député socialiste non élu, copain de Hollande, de Mitterrand et de tout le monde, dont le nom m'échappe, a dit qu'en un mois, ce président Macron a fait plus pour la France, pour son image à l'intérieur et à l'extérieur, que M. Hollande en 5 ans. Pour le reste, je pense que Macron, pour répondre directement à votre question, bien qu'elle soit redondante pour moi, si vous voulez, cher Christophe, aujourd'hui, Macron tend un piège a tendu un piège à Trump. Si Trump refuse de venir, il dira que l'Amérique refuse de commémorer le centenaire de son intervention à la fin de la Première Guerre mondiale pour mettre fin déjà au fascisme allemand. Et s'il vient, il le piège avec ce mot Make America Great Again, donc rendre sa grandeur et sa fierté à l'Amérique. Et M. Macron lui fait le contraire sur la France. Et donc il l'a piégé, il l'a invité, il l'a piégé, il est venu. Et aujourd'hui, si on doit faire un match de boxe, pour le moment, Macron 3
Trump 0. Si vous voulez que je vous rappelle c'est quoi les 3, on peut le faire. Mais pour moi, il a bien fait de l'inviter. Un, pour montrer la grandeur de la France, notre pays, quand même, il faut le dire, comme disait M. Valls. Et deuxièmement, c'est pour montrer que la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'hier et qu'il oblige les Américains et Trump à venir. Et pour moi, c'est une très très bonne chose. Après, il y en a bien sûr qui vont critiquer l'avenue de Trump, qui est dictateur, qui va être destitué dans quelques mois. Mais ça, c'est de la polémique et de la liberté d'expression, somme toute logique. Alors, je sais pas si Bouchra partage votre avis. Tarek Pami, les auditeurs peuvent aussi intervenir. D'accord ou pas avec Tarek Pami, 01 40 33 9000. Mais avant de recueillir ta réaction, Bouchra, je voudrais quand même parler et revenir 2 secondes sur le dispositif, parce que ça a commencé avant que Donald Trump arrive, puisque donc les plans des vols commerciaux autour d'Orly ont été modifiés, provoquant d'ailleurs des retards considérables ce matin pour les passagers. C'est maintenant au tour des Parisiens donc de prendre leur marge de patience. Pendant 2 jours, je le disais, des rues, des boulevards, des monuments comme la Tour Eiffel et des stations de métro seront fermées au rythme des déplacements du convoi présidentiel, convoi acheminé des États-Unis. Il y a plusieurs jours déjà, le Secret Service responsable de la sécurité du président américain est arrivé avec ses propres voitures et celles de 8 tonnes entièrement blindées de Donald Trump, mais aussi avec ses hélicoptères et même ses propres brouilleurs d'ondes disposés sur le parcours du président américain pour éviter qu'une bombe par exemple soit déclenchée par téléphone lors de son passage. Au total, pour un peu plus de 24 heures de visite à Paris, ce sont près de 10 000 hommes français et américains mobilisés vendredi lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Un dispositif anti-drone unique sera également déployé, car rien ne doit venir perturber cette première visite officielle du président Donald Trump. Quand on regarde de peu près, quand même, on se dit, mais tout ce dispositif important pour le président des États-Unis. C'est scandaleux. Oui, allez-y. C'est scandaleux. Non, bien sûr, bien évidemment. Non, mais moi, je vais rajouter un mot sur ça. D'abord, ça devient normal à l'échelle internationale. Ensuite, c'est pas normal, ça veut dire que le visiteur n'a pas confiance dans les services des pays où il va. Services de sécurité et donc la souveraineté de la France, nationale, en fait. on prend un coup pour dire non, monsieur, quand je viens chez vous, je fais ça. Sinon, quand je viendrai, vous venez chez moi, je fais ça. Sinon, quand je viendrai chez vous, je ferai la même chose. Ça décrédibilise le service de sécurité des Français déjà. Et je rajoute que je n'ai pas écouté, cher Christophe, les critiqueurs et les râleurs français habituels qui ont critiqué Macron juste pour avoir convoqué le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale et des Sénats, au prétexte que ça pourrait coûter 300 000 euros. Je ne sais pas cette opération combien elle va coûter pour la France. Et j'ai pas entendu de chiffres, et j'ai pas entendu les râleurs pour dire non, monsieur, c'est pas la peine. Si ça coûte 10 millions, 50 millions, c'est pas la peine qu'ils viennent. On le fait intervenir par vidéoscope et on ne parle plus. Donc, comme quoi, la réaction et l'émotion, c'est toujours à vitesse, à géométrie variable. Non, mais on peut comprendre le dispositif de sécurité parce que voilà, c'est un président effectivement. Ouais. Mais là, de voir par exemple que Trump a fait venir ses propres voitures, ses hélicos, sa propre voiture blindée, etc. Effectivement, le service sécurité français prend un grand coup. Moi, quand on est invité, par exemple, dans un pays étranger, c'est le pays étranger, enfin, ils prennent des dispositions avec les services de sécurité du pays en question, et ils mettent ensemble, et voilà, c'est comme ça que ça se passe, normalement. Alors, c'est une vieille bataille, je vais pas citer qui, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir, mais je sais que dans 2 pays arabes, ça s'est joué comme ça. Et les premiers ont voulu imposer leur service de sécurité, les deuxièmes leur ont interdit. 1 an après, c'est les présidents inverses qui ont fait la visite, et le deuxième, ils ont dit rien qu'au nom du principe de la réciprocité, on fera pareil. Donc, il y a aussi un problème parce qu'il faut coordonner les services de sécurité, et vous savez, tout le monde ne parle pas français dans les services anglais, et tout le monde ne parle pas anglais dans les services français. Donc, faut trouver des solutions d'accommodement pratique, comme disent les Canadiens. Avant de revenir, avant de retrouver la vie tranchée. Par contre, les Français qui vont souffrir, ils ont l'habitude. Pas les Parisiens en particulier. Hein. Ils ont l'habitude. On va parler d'une autre visite, cette fois-ci un petit peu plus discrète, quoique. Ça sera dimanche, décidément, il reçoit que du grand monde en ce moment du côté de la France. Grand monde, ça toujours dépend. Les meilleurs, mais bon. Grand monde, ça dépend de qui vous allez parler. Hein. On va parler de. Non, finalement, je retire. Voilà, je retire, puisqu'on va parler de la visite de Monsieur Netanyahou, qui sera à Paris dimanche pour commémorer donc le Veldiv. Ça se passera donc dimanche, donc pas la peine de regarder BFM TV entre 10h et 14h. Voilà. Ni toutes ces télévisions d'infos continues, parce que ça va être. C'est ça. Deuxième chose, cette fois, il faut préciser que M. Netanyahou vient sur invitation
de des Monsieur présidents, Macron. Ouais. alors que la dernière fois, quand tu as eu la fameuse manifestation de rue contre les assassinats et les actes terroristes, C'est lui qui s'était imposé. et s'est imposé, alors que qu'on lui a expliqué qu'on voulait pas de lui. Ouais. C'est pas la même C'est chose. pour ça qu'Hollande a invité Abbas. Ouais. Allez, dans À un instant, l'époque. on en parle évidemment parce que fait pas beaucoup de bruit. Moi, je m'étonne un petit peu de la non-réaction de ceux qui défendent, par exemple, la cause palestinienne. Alors, à tort ou à raison, je sais pas. À tout de Bah, suite. il y a quelques pétitions Ouais, qui mais tournent. c'est très isolé. Hein. Oui, mais ça vaut le poids de la défense de la cause palestinienne aujourd'hui en France. À tout de suite sur France Maghreb 2, le Grand Forum, dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Tarek Mami en ce 13 juillet, veille de fête nationale. Veille du Évi- 14. Veille du 14, oui, absolument. Veille du 14. Et d'ailleurs, j'aime quand même à rappeler que le 14 juillet 53, il y a eu des manifestations à Paris réprimées dans le sang concernant les Algériens notamment. Et 6 Algériens et un syndicaliste ont été tués. Et la mairie de Paris a inauguré la semaine dernière une plaque commémorative rappelant cet événement, place de la Nation. Donc c'est très important d'en parler parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. On en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs. En fait, les jours de fête nationale constituent un moment pour que un peuple dans un pays se retrouve, mais ça ne veut pas dire forcément que cette journée a été heureuse quand elle a existé. Ouais. 14 juillet, donc fête nationale, vous rappelez ce qui s'est passé en 53. Si on demandait à notre ami historien de nous refaire un jour tous les 14 juillet, tous les malheurs qu'il y a eu en France, je parle pas de l'international, vous allez voir que 14 juillet, c'est à la fois une date symbolique de réunion du peuple, mais on ferait bien de temps en temps de dire les à côté. On le fait souvent pour le 8 mars, notamment pour le 8 mai, excusez-moi, notamment pour l'histoire franco-algérienne. Oui, puisque mai vous 45 à Sétif. Voilà, puisque vous avez... Mais on oublie et on dit pas souvent que la même chose s'est passée à Madagascar, les mêmes massacres, et dans d'autres pays de l'Afrique colonisée. Et donc, si pour le 8 mai, on fait assez souvent, même si c'est pas assez, le travail de mémoire, pour le 14 juillet, on le fait rarement. C'est vrai. C'est pour ça que c'était bon d'en parler pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, Tout à que fait. les gens sachent, surtout la jeunesse, parce que voilà, elle doit aussi connaître. Je pense que c'est avec son passé qu'on construit son futur. Donc Tout à fait. il est important de le connaître. Alors, il faut connaître le passé sans s'y accrocher. Ouais. Comme le font beaucoup d'Arabes et beaucoup de musulmans, dont toute la mémoire est toujours tournée vers hier et presque jamais vers demain. Mais il faut le savoir quand même pour pouvoir tirer de leçons et construire. Oui, parce que c'est pas à l'école qu'on l'apprend, ça, Tarek. On est d'accord. On l'apprend à la fois à l'école et dans les familles et dans la société, et dans les journaux, dans la presse. Là, j'ai passé quelques jours en Tunisie cette fois et la fois dernière, et j'ai zappé sur les télévisions. Pour moi, c'est une honte culturelle. Tout le feuilleton parle de ce qui s'est passé il y a 10 siècles. Il n'y a pas de feuilleton qui parle de ce qui se passe aujourd'hui, sauf pendant le ramadan, des espèces de sketchs, et aucun ne se projette dans demain. Ouais. Alors, je pense que bon, Netanyahou, on a tout dit, c'est bon. Hein, Bah, il n'y a rien à Y a rien à dire, en fait. sauf une chose. est-ce que c'est scandaleux d'ailleurs? Alors, c'est scandaleux, oui ou non? C'est scandaleux dans la mesure, Christophe, où, comment trouver la phrase juste, où il y a exploitation par des politiques aujourd'hui israéliens, sionistes, du vrai drame qui s'est passé en France. C'est scandaleux parce que les mêmes qui versent les grosses larmes, je parle pas de sionisme, mais tous les autres pour se rappeler de tout ça, ne disent rien sur ce qui se passe aujourd'hui. Or, pour moi, j'ai une définition simple de ce que c'est un homme juste, puisqu'on parle d'homme juste qui sera présent, le petit-fils d'un professeur Cabrol qui sera présent dimanche, donc avec le président Macron. Pour moi, un homme juste, une femme juste, est celui qui a le même comportement pour toutes les injustices qui existent dans le monde, y compris et surtout quand les injustices sont commises par les gens qui appartiennent à son peuple, à sa religion ou à sa idéologie. Et c'est comme ça qu'on devient grand et fort, c'est qu'on dénonce les injustices, y compris celles du sien. Très Et bien. ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Alors, on enchaîne donc avec cette visite qui aura lieu donc à Paris. Tiens, une spéciale et un bonjour à Mimoucha que l'on salue et que Bonjour, l'on embrasse. Tout de suite, on va passer au zapping avant de trouver ton avis tranché, ma chère Bouchra. Alors, dans le zapping, on va parler d'un texte qui se fixe un double objectif. Mieux maîtriser les flux migratoires et améliorer la situation des demandeurs d'asile. Le plan migrant a été présenté hier matin par Édouard Philippe. Au menu,
plus de 12 000 créations de places d'hébergement dans les 2 ans à venir, mais aussi plus de fermeté pour les déboutés du droit d'asile. La France n'est pas à la hauteur dans sa gestion des migrations, notamment concernant la situation des réfugiés relevant du droit d'asile. Non, nous devons être exemplaires, a dit le Premier ministre Édouard Philippe. Notre objectif est de réduire considérablement les délais d'une procédure de demande d'asile depuis le moment où elle est enregistrée jusqu'au moment où elle est totalement acquise ou rejetée au terme des recours qui peuvent être introduits. Ça passe par une diminution du délai d'enregistrement des demandes d'asile. Nous devrons, pour permettre la réduction de ce délai d'enregistrement de la demande d'asile, réformer les plateformes de premier accueil et renforcer les capacités d'accueil des guichets uniques. C'était le Premier ministre donc hier qui a présenté ce plan qui est extrêmement d'ailleurs critiqué par ceux justement qui défendent notamment les migrants, le jugeant un peu trop strict, un peu trop dur. Tarek Mami. En clair, ce qui va être de plus en plus ambigu et difficile à traduire dans les discours de Macron et de son Premier ministre Philippe Christophe, c'est que les choses qui sont dites ressortent d'une analyse froide, implacable. Ouais. Et ce sont des vérités. On peut pas dire non. Mais en même temps, l'utilisation et l'objectif de ces phrases peuvent être doubles, y compris dans un sens de répression négative très avancé. Parce que quand on dit qu'il faut que dorénavant, au moins de 6 mois, celui qui dépose un dossier de réfugié politique ait la réponse, cela oblige que dans les 6 mois, il doit dégager. Alors que jusque-là, comme le dossier prenait entre 1 an et demi et 3 ans, entre-temps, il y a des situations de fait qui s'imposent, un mariage, une naissance, et qui fait qu'on déplace administrativement le sujet de la personne concernée. Et j'ai raconté hier à des amis, cher Christophe, sur la différence entre l'intégration à la française, peu efficace à mon sens aujourd'hui, et l'intégration à l'allemande. C'est que les Allemands, quand quelqu'un dépose un dossier, on lui donne un récépissé de dépôt, et on commence à le faire travailler le lendemain. Ouais. Et on lui dit, vous allez travailler 8 heures par jour, payé pour le travail que vous faites, et non pas en subvention d'État RSA en attendant. Mais par contre, sur les 8 heures, vous allez faire 5 heures de travail productif, y compris tourner un bilan, nettoyer un bureau, n'importe quoi, mais travailler. Et les 3 heures par jour, cher Christophe, c'est pour l'apprentissage de la langue allemande tous les jours. Soit dans l'entreprise où il travaille, soit dans une école à côté. Ce qui fait que quand l'étude est terminée pour sa situation qui prend en gros 1 an, au bout d'1 an, même si la réponse va être négative, il aura appris une langue et un métier. Alors qu'en France, pendant toute l'année, il va glander, excusez-moi l'expression, chers auditrices, chers auditeurs, pour toucher de l'argent qui fait monter le Front National et le racisme des uns et des autres, et donc la discrimination. Et au bout de l'année, il va paragouiner la langue française parce qu'il n'aura pas des choses pratiques. Il aura touché tant d'argent de l'État français et il n'aura pas trouvé une situation. Donc voilà aussi la différence que peut-être Macron est en train de mettre dans la tête pour y aller, alors que le corps social français n'est pas habitué à ce genre de choses. Ça me rappelle une histoire qu'on a évoquée dans un de ces zappings cette semaine d'ailleurs, le cas de ce Syrien qui vivait à Homs il y a 3 ans encore, qui est arrivé en France, qui ne parlait absolument pas le français et qui a obtenu le bac avec mention. Oui, alors, et qui a fait traduire tous les textes du français à l'arabe pour pouvoir les comprendre. Et son prof qui lui a dit d'arrêter de travailler parce qu'il travaillait trop. Oui, et qui rédigeait les réponses en arabe, qui fait traduire en français. Et d'ailleurs, il a été reçu par M. Bourdin, je crois, à RMC le matin. Mais je ne sais pas comment il a fait pour répondre le jour de l'examen, pour avoir cette belle note. Est-ce qu'entre-temps, il a appris le français? Je crois 18 ans. Oui, mais c'est extraordinaire. Et aux États-Unis, par exemple, et au Canada, des élèves comme ça sont pris tout de suite en charge par l'État pour tout le reste de leur scolarité, pour qu'il leur donne les moyens d'en faire quelque chose. En France, et on va lui dire, oui, tu as droit à, comment on appelle ça, à la subvention pour les étudiants, la bourse. La bourse, ouais. Mais il faut remplir 50 pages pour l'obtenir. Donc voilà, en fait, en France, on a un mode de fonctionnement très 19e siècle, très bureaucratique, très ancien, qui fait que les énergies et les bonnes volontés n'arrivent pas toujours à s'imposer. Charles Bouchra, sur le plan proposé par Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors c'est vrai que on peut pas rester non plus inactif. Le problème des migrants
en est un considérable. Il y a qu'à regarder ce qui se passe porte de la Chapelle, c'est tout simplement une honte. Oui. Elle a été nettoyée la semaine dernière. Oui, mais là, nettoyé, j'aime pas le aussitôt nettoyé. Non, mais, Nettoyés, mais ils sont et réinstallés, puis enfin. regardez, Christophe, nous-mêmes, on utilise les mots. Ouais, nettoyer, c'est vraiment. Nettoyer, Ouais. les mots qu'on entend 50 fois par jour. Ouais. Tout à fait. Donc, on a déplacé les migrants de la porte de la Chapelle il y a une semaine. 3 jours après, d'autres migrants sont venus occuper parce que la Oui. nature aura. Bah, moi, je suis passé par là-bas tout à l'heure et C'est voilà, lamentable, quoi, c'est honteux. Ouais, ouais. C'est simplement honteux. Et déjà faire attention Et au du côté de langage Grande qu'on Sainte utilise aussi, hein. tout le temps. le vocabulaire. Vocabulaire, Le ça vocabulaire devient qu'on emploie, parce très que c'est, difficile. Et c'est ça une partie de la conscience et de l'inconscience. On vous entraîne et tout le monde répète les mêmes phrases, y Ouais, compris les mêmes les bêtises. journalistes. Tout à Et fait. puis c'est du mimétisme. Donc Bouchra, c'est vrai qu'il faut faire des choses quand même pour les migrants. Tout à fait. Ce plan qui vise quand même à essayer de mettre un peu de rigueur, j'allais dire, pour la gestion des migrants et ne pas hésiter, parce que le Premier ministre l'a rappelé, faire preuve de fermeté lorsqu'il s'agit de gens qui n'ont pas obtenu le droit d'asile, de les reconduire à la frontière, tout simplement. Tout à fait. Est-ce que c'est une Mais bonne quelle chose? frontière, Christophe? Après, Ah, bah quelle ça- frontière, Non, comme mais il dit quelle frontière? Tarek, Donc il ils faut- sont rentrés par l'Italie. Ouais. Vous allez les amener en en Italie. Italie. Mais L'Italie, ils l'Italie vont va faire nous- la même chose. Ils vont les ramener où? Au bord de la Méditerranée? Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire parce que le travail, si vous voulez, pour moi, c'est d'abord un travail de coopération internationale Tout à fait. qui passe par l'arrêt des pillages, des richesses des pays pauvres, l'arrêt de ces guerres. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi les gens migrent, comme ces jeunes de Homs? C'est parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir survivre et travailler. Tout à fait. Donc si vous arrêtez cette guerre en Syrie, dans laquelle ce sont les milliardaires des armes qui gagnent de l'argent, ben vous aurez déjà réglé, non pas 100%, Fallait mais régler le 15% problème à la source. et une partie. Et quand vous arrêtez, par exemple, moi je vais m'attaquer maintenant à expliquer ce que c'est que le franc CFA, j'aurai un copain africain qui viendra nous expliquer. Aujourd'hui, vous avez un franc qui s'appelle le franc CFA, qui est le franc utilisé par tous les pays francophones africains, Ouais. dans lequel et de conseil d'administration, il y a la France qui dirige le conseil, qui prend les décisions, qui donne les ordres et qui prend une large partie de recettes de ce franc CFA. Et après, elle donne la moitié de ce qu'elle gagne, ou le tiers, sous forme soi-disant d'aide, mais en fait, elle vous pique 100 euros, et elle vous donne 30 euros sous forme d'aide, et vous devez être reconnaissant pour les 30. Plus. Donc voilà ce qu'il faut Hallucinant. La faire. meilleure. C'est hallucinant. On en fera une Mais faut émission le parce que savoir. c'est Oui. important. Ouais. Alors dans le zapping aussi, j'ai quoi? Bah tiens, c'est un peu un sujet beaucoup plus léger et ça parle de vacances. Justement, visiblement, les Français changent un peu leur alimentation, leur manière de s'alimenter. Trop de viande et trop de poissons crus. Tiens, Tarek, attention à votre santé. Vous inquiétez pas, je ne mange jamais Écoutez. de poisson. Comme eux, 66% des Français déclarent consommer régulièrement de la viande ou du la poisson viande, cru. soit. Sa consommation a d'ailleurs doublé en 7 ans. De nouveaux comportements alimentaires qui doivent aussi appeler à plus de prudence. C'est des aliments qui sont forcément plus à risque puisque la cuisson va détruire bactéries, parasites. Ça veut dire que les aliments crus sont déconseillés chez certaines populations sensibles, notamment les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes très âgées ou les personnes qui peuvent présenter des maladies particulières. L'ANSES alerte aussi sur la consommation de sel. Les Français ont encore trop souvent la main lourde. Les hommes en consomment 9 grammes par jour, les femmes 7 en moyenne, soit plus que les objectifs nutritionnels fixés par le Programme national nutrition santé. Autre point noir, nous ne mangeons pas assez de fibres. De petits changements suffiraient pourtant à faire la différence. Voilà, Tarek Mami. Hein, moi je vous connais, vous mangez du poisson cru. Moi, j'en mange. Cuit. Cuit. Oui, J'adore ça, surtout moi. cuit. Alors si je dois faire une comparaison, même si ça n'intéresse pas les auditeurs, ça va être plutôt du 90% cuit, Cuit. 10% cru. Donc je reste dans la moyenne de la norme. En tout ça cas, doit attention, ça danger. n'a pas, ça n'a pas grande importance pour les auditeurs. Mais quoi ce qu'on mange, de toute façon, c'est dangereux, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est ça, malheureusement. Hier Alors soir, il reste. Alors là, c'est un conseil qui peut intéresser tout le Ouais, monde. Aujourd'hui, la meilleure diététique, c'est de manger autant que possible les légumes cuits à la vapeur, donc sans huile, sans quoi que ce soit, ouais, c'est et pas les terrible. fruits frais de saison. Ah bah de toute façon, oui, même les Si légumes. si on lit ces deux alimentations, on peut dire qu'en moyenne, En on plus, peut ça aide le transit, hein, c'est parfait. Voilà. Alors, sinon, dans le zapping, hier soir a été diffusé le Marrakech du Rire sur M6, Ah. qui d'ailleurs est arrivé en tête des audiences. C'est assez rare pour le signaler devant Ah bah toutes moi, les chaînes. j'attendais ça avec hier soir. impatience. Alors il y a beaucoup de téléspectateurs Moi qui qui ont suis- oublié que Marrakech c'est chez les Arabes et chez les musulmans. Oui, alors Oui. Jamel Debbouze, qui évidemment était le chef d'orchestre hein, de cet événement, s'est arrêté à l'instant sur la présidentielle. Nous avons à évité fait. ainsi le Marrakech du pire, nous a-t-il dit. C'était insupportable, c'était long, hein.
Surtout avec le deuxième tour des élections, là. On a évité le Marrakech du pire, hein. Ah oui, on a Emmanuel Macron. Et t'as vu la classe de ce président ou pas? 39 ans. Incroyable. 39, frère. C'est pas un âge présidentiel, c'est une pointure, ça, normalement. Hein? Là, il est plus jeune que moi, ça m'a tué, ça. Il est plus jeune que moi, le président. T'imagines? Oh là, si je le vois, je dis... Pas de ta chambre, tout de suite, va faire tes devoirs, allez. Moi, il m'épate, hein, il est fort quand même. Franchement, faut avouer, hein. T'as vu comment il a serré la main à Donald Trump? Voilà, c'était le petit clin d'œil à la présidentielle par Jamel Debbouze hier soir pour le Marrakech du rire, donc suivi par c'était en tête des j'avais audiences. tous mes amis à la télé hier, mes amis artistes. Ça fait chaud au cœur de les voir. Et puis tiens, on termine par une info télé, mon cher. Ils ont toujours été à Marrakech? Pour le Marrakech du rire? Oui. Non, il y en a c'était la première fois qui passait. Comme il y a la pièce de la Grande Évasion avec Boudère, Wahid Bouzidi et Paul Serré. Oui, j'ai vu un extrait de Boudère, mais c'était plus. Il y était d'ailleurs hier, je l'ai vu. Oui, justement, il y avait un extrait de leur j'ai vu pièce l'extrait, de théâtre. alors je sais pas si le je vous invite à aller voir parce que c'est vrai un mélange de Shakespeare et avec des références de banlieue, de rap, tout est mixé dedans. Moi, j'ai vu la pièce au moins une dizaine de fois et c'est juste à mourir de rire et ils sont au Théâtre Apollo et franchement, je vous invite à aller la voir et c'est pas pour rien qu'ils ont été découverts hier au Marrakech du rire. Alors mon cher Tarek, ma chère Bouchra, pour faire une petite info télé que je vous glisse au passage dans le zapping, après 13 millions d'euros. Comment? C'est pour les 13 millions d'euros? Oui. Pas vraiment, non. Vous allez voir que cette info télé concerne l'émission que vous regardez peut-être de temps en temps, qui s'appelle On n'est pas couché de Ruquier. Vous savez que Vanessa Burgraff quitte l'émission. On l'a appris il y a quelques instants. Elle sera remplacée par Christine Angot. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Christine Angot? Non, je vois pas. Christine Angot, c'est cette romancière qui avait affronté dans une émission politique sur France 2 François Fillon. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent pas, pour ceux qui veulent revenir un petit peu en arrière, je vous propose d'écouter cette petite séquence. Vous allez voir quand même que l'émission risque de prendre une autre dimension avec cette dame. Vous ne reculez vraiment devant rien. Mais cette accusation, c'est incroyable. Mais vous arrivez ici en procureur. Attendez, vous osez me traiter de malhonnête comme ça. Oui, je me traite de malhonnête. Ben moi, alors, vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire. C'est le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça passe pas, monsieur. Ben moi, madame, pardonnez-moi. Pourquoi, Christine Angot, pourquoi? Expliquez-vous. Pourquoi ça passe pas? Mais parce que là, il y a tous ces fans qui, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais le coup de Bérégovoy, monsieur, ça choque les gens. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide? J'ai pas dit ça, madame. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères. Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà. Ben moi, vous m'en faites pas. Il est blessé? Oui, absolument. Il est blessé, madame. Monsieur. Absolument. Elle a été choisie donc pour remplacer Vanessa Burgraff dans l'émission On n'est pas couché. Hein. Christophe. Oui. Je reproche aux Arabes, aux musulmans, toute ma vie, leur réaction émotive, jamais construite, intellectuellement, raisonnablement. Aujourd'hui, ce qui marche malheureusement dans le monde, c'est ce qu'on appelle le buzz. Ouais. Et celle-là, cette dame. Une romancière, hein. Oui. Cette dame, pour moi, a fait du buzz. Le buzz lui permettra de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Et c'est pas comme ça qu'on construit des sociétés. Je l'ai trouvé horrible face à Fillon. À Fillon, on pouvait opposer... Exécrable, oui, je dirais. Tout à fait. Elle pouvait opposer des arguments de raison. Des arguments de dire, monsieur, j'allais dire, l'histoire, la morale, l'expérience fait que quand quelqu'un se retrouve dans votre situation, il se retire purement et simplement par respect des électeurs. Vous nous faites du chantage. Elle-même, elle a commencé par montrer un cadeau qu'on lui a offert, pour lequel on lui a demandé un service, et soi-disant qu'elle a gardé à la main pour se rappeler tout le temps qu'elle a subi une tentative de corruption. Vous savez, l'être humain est toujours fragile, et venir donner des leçons. Moi, j'aime pas. De toute façon, cette émission, aujourd'hui, Christophe me fait parler de moi plus que de l'actualité. Je la regarde quasiment jamais. Et quand je regarde, c'est après sa diffusion, sur un extrait quelconque, quand on me dit, oui, replay, mais sur un extrait, quand on me dit, il y a eu un tel... Oui, quand il y a eu un buzz. Voilà. C'est pour voir, est-ce que je peux, moi, en tirer quelque chose. Oui. Mais en dehors de ça, ces émissions, ce ne sont, pour moi, cher Christophe, ni des émissions de divertissement,
ni des émissions de culture, ni des émissions politiques. Ce sont des émissions fourre-tout dans laquelle on attrape le chaland. Chez les Américains, on appelle ça le catch-all. On attrape tout ce qui passe, on prend. C'est juste. Ouais, mais ça marche, Tariq. Oui, voilà, ça fait de l'audience, oui, mais... Moi, dictateur de cette République, j'obligerai tous les gens à voir 6 heures d'Arte contre cette émission. Peut-être qu'ils verront, les gens, qu'il y a autre chose dans la vie que la misère des hommes. Mais non, mais pour aussi accuser les politiques de se prêter à ce jeu-là, alors, parce qu'ils sont obligés d'y aller. Bien sûr. Voilà. Ils rentrent c'est pas nouveau, de plus en plus, hein. Parce que de plus en plus, les politiques vont à des émissions people, quoi. Maintenant, pour gagner des points dans l'audimat, on va dans ces émissions-là. Bah, bien sûr. Pour que les gens qui ne regardent jamais les émissions politiques voient. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors, puis les politiciens ont compris le truc aussi. Bah, évidemment, ils s'en servent. Alors voilà, c'était tout pour le zapping, donc pour l'info télé. Donc Tarek ne regardera pas, on n'est pas couché l'année prochaine. Ni l'année dernière, ni l'année d'avant, ni cette année. J'ai vu quelques extraits. Par exemple, j'ai vu La Salle. Ouais. Jean Lassalle, parce que j'ai trouvé, et je vous dis pourquoi je l'ai vu, ou pourquoi j'ai regardé, parce que j'ai trouvé qu'il n'avait pas assez de place dans les émissions politiques normales. Et je me suis dit, comme je ne sais rien, bien que je connaisse le député que j'ai rencontré à plusieurs reprises, comme je ne connais rien sur son programme, c'est peut-être l'occasion pour aller voir ce qu'il développe. Allez, on va passer avant la pub et avant de passer aux infos en bref que nous a envoyé Tarek Pami, qu'on va commenter ensemble avec vous au 01 40 33 9000 à l'avis tranché de notre ami Bouchra la Baronne. Jingle. Ah bah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et je crois que nous allons aller dans le Loiret, une région d'ailleurs que je connais bien. Elle m'a vu naître. Pour parler. En plus, c'est de là-bas. Et on diffuse là-bas. En Orléans, 102.6 effectivement. Pour parler du dispositif donc mis en place chez les gendarmes, par les policiers et les pompiers. C'est un dispositif en fait qui a été mis en place depuis quelques années. C'est juste suite. En fait, je voulais faire un petit rappel suite justement à la décision du préfet du Loiret invoquant des contraintes budgétaires. 2 intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie auprès des femmes victimes de violences conjugales venaient de voir leur poste supprimé. Et pour des raisons budgétaires, la préfecture du Loiret s'apprêtait à supprimer justement les postes de ces 2 intervenants. Et donc la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé en fait qu'elle rétablisserait les crédits. Et je voulais faire ce rappel justement sur l'importance justement de ces intervenants sociaux en police ou en gendarmerie. À savoir que les policiers et gendarmes sont confrontés à des situations diverses dont beaucoup relèvent davantage d'une intervention sociale que d'une mission de sécurité publique et face auxquelles ils se trouvent relativement démunis, comme les problèmes familiaux, conjugaux, situations de détresse, difficultés éducatives, etc. Afin de traiter justement ces situations, des postes de travailleurs sociaux en commissariat et unités de gendarmerie ont été créés à partir des années 90. Concrètement, au plan local, la création d'un poste d'intervenant social en police ou en gendarmerie suppose au préalable la réalisation d'un diagnostic partagé des besoins associant les travailleurs sociaux de secteur, les services de police et la gendarmerie concernée. L'objectif précis de l'action est de répondre à ces besoins. Les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent un rôle de premier accueil social, d'écoute et d'orientation. Ils ont pour vocation à assurer l'interface entre la police et la gendarmerie et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues. Ce dispositif vise à améliorer justement le service public et les relations police-population. Son développement est inscrit à la fois dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance et dans le 4e plan contre les violences faites aux femmes. 2 types de publics bénéficient de ce dispositif, donc à savoir les victimes. Donc l'intervenant social n'intervient pas en substitution, mais en complément de l'action de la police ou de la gendarmerie. Le volet judiciaire est traité par ces 2 derniers, tandis que le volet social est pris en charge par l'intervenant social en police ou en gendarmerie. Et un relais est alors assuré avec les services spécialisés dans l'aide aux victimes en cas échéant. Et les mises en cause également qui sont pris en charge par l'intervenant social et sont amenés à recevoir en fait toutes les personnes majeures ou mineures mises en cause. La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017 prévoit à ce titre une modification de leur doctrine d'emploi afin de renforcer et compléter leur mission en direction des auteurs d'actes de délinquance. Il s'agit des personnes qui se présentent à l'accueil des services de police et de gendarmerie ou au domicile desquels interviennent les forces de l'ordre. Elles sont ensuite orientées par l'intervenant social.
L'intervenant social assure une prise en charge de premier niveau de la personne reçue, mais n'a pas vocation à traiter les situations dans la durée. Il occupe des fonctions d'accueil, d'écoute et oriente la personne reçue vers les services complémentaires. Les principales missions de l'intervenant social sont d'évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l'occasion de l'activité policière, réaliser l'intervention de proximité dans l'urgence si nécessaire, actes éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, actions de soutien, d'information et d'orientation, faciliter l'accès de la personne aux services sociaux et de droits communs concernés. Ces missions sont exercées dans le respect des règles éthiques et déontologiques du travail social. La valeur ajoutée de l'action policière et gendarme n'ont pas vocation à assurer une prise en charge sociale des victimes et des mises en cause. C'est en cela que l'action de l'intervenant social est complémentaire et nécessaire. En outre, l'intervenant social en police ou en gendarmerie ne remplit pas la même mission que les associations d'aide aux victimes et leur rôle est clairement distinct de celui des travailleurs sociaux départementaux ou communaux. En moyenne, un intervenant social traite 60% de cas non connus des services du Conseil général. Les sources de financement possibles proviennent du FIPD, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, des conseils généraux, des communes, des établissements publics et de coopération intercommunale, et le ministère de l'Intérieur met à disposition le bureau et la logistique. Le coût d'un poste à temps plein est évalué en moyenne à 50 000 € par an. Ce montant comprend la rémunération de l'intervenant social, la formation continue, la mise à disposition de matériel et ses éventuels déplacements. Résultat attendu de cette action, à savoir pour ces intervenants sociaux, ça doit permettre justement à une amélioration de l'accueil des victimes et favoriser justement la prévention de la récidive. Et les grosses difficultés justement qu'on rencontre pour ce dispositif-là, c'est justement la difficulté du financement de ces postes. Et voilà pourquoi il y a eu dans le Loiret justement ces deux postes en fait qui ont été qui étaient à deux doigts justement de sauter et donc la secrétaire d'État justement a fait le nécessaire et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Le grand forum sur France Maghreb 2, on est là messieurs dames, ravis de vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent et bon courage à tous ceux et toutes celles puisque apparemment Tarek Mami bouchera la baronne, eh bien c'est classé rouge dans le sens des départs pour cause de week-end prolongé, forcément. Ah bah oui. Donc ça va être assez compliqué pour quitter notamment les grandes villes. Donc on va conseiller de rester sur place quoi. Bah pour ceux qui le peuvent évidemment. Pour ceux qui peuvent pas voyager, ils restent sur place, ils sont tranquilles. C'est ça, ils seront tranquilles effectivement. D'autant plus que ça risque d'être le bazar sur les routes. On en parlait tout à l'heure avec la venue de Donald Trump. Donc voilà, autant rester chez soi et puis comme ça vous n'aurez pas de problème. Voilà. Alors, on va parler de ces quelques informations en bref que vous nous avez envoyées, très cher Tarek. Oui, notamment de ce bureau politique, visiblement, à l'Elysée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des journalistes qui sont... C'est pas un bureau politique, cher Christophe. Comment ? C'est pas un bureau politique. C'est un bureau de quoi ? Bureau de journalistes. Donc, quand vous entrez à l'Elysée, vous avez un bureau qui est ouvert officiellement 24/24, mais dans lequel les journalistes viennent, en gros, de 7h à 21h tous les jours, pour écrire leur papier, pour voir qui rentre à l'Elysée, qui sort de l'Elysée, pour faire leurs commentaires. Et surtout, quand il y a les visites des chefs d'État ou de réunion, ça permet aux journalistes d'être donc installés en général à gauche du perron, des fois à droite, et de poser les questions, soit aux représentants de l'Elysée, soit à l'invité, et de rentrer très vite en face donc, écrire leur dépêche, envoyer leurs photos. J'ai moi-même travaillé assez souvent quand je vais à l'Elysée et donc c'est un bureau qui était intéressant pour la rapidité du travail sur place. Ce bureau, me dit-on, a été créé du temps de De Gaulle et c'est devenu une tradition. Et en fait, ça a beaucoup d'avantages et ça a surtout des inconvénients parce que ça crée de la proximité entre les hommes politiques, entre le président et les différents services et ses journalistes. Parce que quand vous êtes tous les jours à travailler, cher Christophe, avec tes collègues, vous finissez par dire des choses, par avoir les prénoms, des téléphones portables, de sortir manger ensemble. Il y a des choses qui sont... Et manifestement, le président Macron veut rompre avec cette tradition et sortir ce bureau de l'intérieur de l'Élysée pour le placer dans la rue en face, soit à droite, soit à gauche. Et nous avons un palais qui s'appelle le palais de Marigny, dans lequel il se passe les briefings, c'est-à-dire chaque fois que le président de la République va partir dans un pays à l'étranger,
les journalistes se retrouvent là-bas avec donc les chargés de communication du président pour nous expliquer le trajet, les dates, le programme et tout ça, et pour avoir des questions-réponses. Le fait de sortir donc les journalistes de ce petit bureau pour les installer à l'extérieur va permettre en fait à M. Macron, président de la République, de verrouiller sa communication, puisque chaque fois que vous allez accéder à l'Élysée, vous allez passer par la sécurité, par la carte professionnelle, par le scanner de vos affaires, et donc on va mettre de la distanciation. Alors des mauvaises langues disent, et ils ont peut-être raison, qu'en fait ce bureau va transformer pour devenir le bureau de la représentation médiatique de En Marche à l'intérieur de l'Élysée. Et si vous ne faites pas partie de l'équipe de communication de En Marche, vous pouvez pas être dans ce bureau. Donc c'est le bureau de journalistes qui, de l'intérieur de l'Élysée, va sortir à l'extérieur, probablement à la rentrée. On peut penser ce qu'on veut pour les avantages. On pense que c'est quand même un inconvénient et un retour ou une régression de cette proximité journalistique. Et je rappelle par exemple qu'aux États-Unis, à la Maison-Blanche, à l'intérieur de la Maison-Blanche, il y a le même bureau de presse dans lequel les différents représentants du président de la République passent pour faire des briefings à longueur de journée. Ça avait plutôt mal commencé d'ailleurs entre les journalistes et Macron, puisque les journalistes reprochaient à la présidence de choisir ses journalistes. Oui, alors le président Macron semble jouer un jeu très fin, encore une fois, un jeu de magicien. Il est bien stratégique, il est très stratégique. Voilà, donc c'est lui qui décide. Et donc quand il n'a pas besoin des journalistes, il les fait venir, et quand il n'en a pas besoin, il les éloigne. Et ils en avaient besoin pour la campagne, et il a eu plein de choses, et les a bien utilisées, et aujourd'hui, il décide que c'est lui qui doit leur dire ce qu'il veut dire, et c'est pas eux d'aller chercher dans son dos, des fois, les petites phrases, parce qu'on se trompe tous et toujours. Alors dans les petites informations bref aussi, on a Laurent Saïm qui quitte La République En Marche, le parti du président Macron. Plutôt ce parti la quitte puisqu'il ne propose pas d'intégrer la cellule communication du président et redevient journaliste. Et pour la cause d'ailleurs, elle n'a pas quitté que La République En Marche, elle a quitté aussi le groupe Canal+ pour laquelle elle travaillait pour rejoindre LCI. En un mot, elle nous a annoncé il y a quelques mois, 6 mois, 8 mois, qu'elle voulait changer de métier, qu'elle voulait plus être journaliste, qu'elle voulait faire de la communication, qu'elle regroupe En Marche pour cela. Manifestement, vous savez, je ne veux pas utiliser de mauvaises images pour les oreilles des auditrices et des auditeurs, mais c'est un produit à consommation à date réduite. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle pensait être appelée pour intégrer la cellule communication du président Macron. Manifestement, Monsieur Macron n'en a pas fait pareil. Et donc, vous savez que vous achetez un yaourt, vous avez toujours intérêt à regarder le jour de l'achat de votre produit et le jour de péremption quand ça meurt. Ouais, quoi que ça, c'est pareil. Et elle a fait l'erreur de ne pas regarder la date de la fin du contrat en signant. Ouais. Pour ce qui est des dates de péremption des yaourts, moi il m'arrive d'en manger, même si c'est dépassé depuis un mois, et d'ailleurs j'ai vu un reportage là-dessus, c'est une grosse escroquerie par rapport alors je peux vous rajouter que elle aurait dû sauter depuis le jour de l'élection de président, ça fait 2 mois qu'elle est là, donc elle a fait comme vous, elle a consommé le yaourt jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tarek Mami, vous me donnez une super idée pour l'année prochaine, on va faire les 5 infos zappées, voilà, on va essayer de faire ça, dans l'émission du Grand Forum ça. Alors, vous les appelez comme vous voulez, oui c'est pas mal. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais en fait, il y a des informations non pas utile, mais si vous voulez qu'on peut se servir dans une discussion, dans un débat, et qu'ils passent à côté parce qu'ils ne sont pas passés sur telle télé ou telle radio. Par exemple, les deux qui Ben Daoud, ah oui. le logeur des terroristes de Saint-Denis, vous en souvenez, ne sera pas jugé pour terrorisme, mais pour recel de malfaiteur. Il passe d'une condamnation à la prison à vie à une prison de 3 ans maximum. Bon, ça c'est une information, j'allais dire utile à la fois dans la lutte contre le terrorisme et dans le fait que les gens qui se battent peuvent aussi parfois gagner leur cause, parce que ce monsieur Jawad Ben Daoud, dès le premier matin à la télévision directe, il a dit qu'il n'était pas au courant et qu'il savait pas à qui il a affaire. En clair, je pense que ça va évoluer. Il ne passera même plus à mon sens pour recel de malfaiteurs, mais pour, comment on appelle ça, les vendeurs de sommeil. On vient lui dire, on a des amis qui vont venir dormir, à combien tu peux nous louer? Il a dû dire 100, 200 à la nuit, et on a dû lui dire, on te donne 1000 € package pour 3 nuits, on n'en parle plus. Et donc, lui, dans sa tête, il a fait l'affaire de sa vie, et il loue un truc qui lui appartient pas. Oh, ben oui, 1000 € qui lui a pour coûté 3 quand même jours. 3 ans de prison. Non, mais après coup, mais avant, il ne le savait pas. En plus, il venait lui-même, il reconnaît qu'il s'est shooté toute l'après-midi, donc 1000 € c'est de l'argent. C'est pour ça que le lendemain, spontanément, il est arrivé à la télé, il dit, je comprends pas ce qui se passe chez moi. Oui. Alors que s'il était complice, il se serait cassé. Et donc, sa bataille a fini par payer. Je suis heureux pour lui, pour sa famille, non pas pour ce qu'il a fait
et la mort des gens, mais Oui, pour oui. le fait qu'il a un argument que lui, il n'était pas dans l'action terroriste et que la justice française lui reconnaît. En clair, il a passé plus de 2 ans maintenant et il passera pas les 3 ans, donc dans quelques mois, il va sortir. sera de Ça va prison. pour bonne conduite. Oui, non, pas pour bonne conduite, pour remise de peine automatique. Ouais. Je rappelle juste que c'est malheureux pour ce garçon. Mais il a tellement été médiatisé. Enfin voilà. Non, qu'est-ce mais qui va lui arriver ce qui est malheureux pour ce garçon, c'est qu'aujourd'hui, en gros, il a 32 ans, 35 ans, et qu'il avait déjà passé 10 ans en prison. Et donc, c'est peut-être ce côté qui est plus lourd à gérer que le fait qu'il soit terroriste ou pas terroriste, puisqu'il l'est pas. Et donc, ça doit ouvrir la tête de ces jeunes qui pensent que l'argent réfléchiront à facile... 2 fois justement. Non, avant, mais qui pensent que l'argent facile n'a pas de conséquences. Des fois, l'argent facile, ben, ça amène à de la Je prison. pense qu'il va s'en souvenir à un moment. On rappelle d'ailleurs que ce jour-là, vous savez que à Saint-Denis, l'intervention des policiers, 5000 balles tirées sans atteindre aucune cible. Bah, on aurait été à Ça, c'est le 3, rapport, nous qui ne savons officiel. pas tirer, peut-être qu'on aurait fait une autre stratégie et on aurait gardé les 5000 balles et peut-être que 3, comment on appelle ça, explosifs handicapants, gaz lacrymogène très fort, aurait fait sortir ces gens et n'aurait pas fait tuer cette demoiselle dont l'enquête est toujours en cours, cher Christophe, et on ne sait pas si elle était terroriste ou pas, parce que probablement sa version première avant d'être tuée est la bonne. Elle a voulu aider son cousin comme Ben Daoud a voulu gagner de l'argent et elle s'est retrouvée donc morte pour ne pas dire assassinée. Et vous savez quel est le service secret qui a livré Ben Daoud à France? Les Marocains. Les Marocains. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Non, mais ils ont bien fait. Et ça, non, mais c'est pas ça, c'est pas numéro 1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France et l'Europe font des erreurs stratégiques. Ouais. Et au lieu de faire de la coopération avec les 3 pays du Maghreb qui connaissent cette mentalité, qui savent comment ça fonctionne, ils vont chercher les services américains et les services allemands et ils se gourrent. Alors que s'ils font de la coopération, et je rajouterai, cher Christophe, que cette coopération n'est pas que dans le domaine sécuritaire. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est tout. Et les mentalités, moi, je connais plein de profs et je me rappelle, je crois que c'est Philippe Seguin, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme, qui disait partout, moi il me disait particulièrement, qu'est-ce que vous voulez que moi, français né en Tunisie, ait comme accroche avec un Norvégien? On parle pas la même langue, on mange pas la même chose, on n'aime pas l'huile d'olive pareil, alors que... Et Larissa. Larissa. Hassan 2 avait dit la même chose. Interdite d'importation en Algérie dans quelques semaines. Hein. Hassan 2 avait porté le même discours. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, la France devrait construire non pas une hypothétique union méditerranéenne, mais une union de travail entre les 3 pays, les 5 pays du Maghreb, la France, l'Italie et l'Espagne. Et là, l'Allemagne et l'Angleterre n'ont pas leur place parce que c'est la même mentalité. La France a colonisé pendant plus d'un siècle ces pays. Les arabo-musulmans ont colonisé l'Espagne pendant 7 siècles. Donc il y a une transmission de mémoire collective et ces gens pourraient travailler ensemble. Dans les infos zappées, Bouchra Tarek, amis auditeurs, création d'un collectif à Nice, touche pas à ma mosquée, où la question de la permanence de l'État, où le préfet en place exige de la donation du pays, en l'occurrence la donation par son propriétaire saoudien, comme bâtiment ouvert, comme mosquée pour la reconnaître, alors que le préfet suivant, lui, considère cette donation comme obstacle pour cette autorisation. Alors pour faire vite, il y a un Saoudien, ministre de son État, il a un grand bâtiment à Nice. Il vient souvent. Donc il rencontre une association de musulmans, il met à leur disposition ce bâtiment pour qu'il le transforme en mosquée. Le préfet, il dit, pour que je régularise, il faut que ce propriétaire donne à l'association le bâtiment pour qu'on ne soit pas sous contrôle d'un pays étranger. Le propriétaire saoudien dit, ok, banco, voilà, je le donne, je l'offre à l'association. Le préfet s'en va. Un deuxième préfet arrive et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à partir du moment où ce bâtiment n'a pas été acheté, qu'il a été donné par un Saoudien, donc il n'y a pas de transparence, donc moi je ne peux pas régulariser cette mosquée. Et regardez la contradiction. C'est une contradiction administrative. Et vous avez derrière donc une association qui s'appelle Touche pas à ma mosquée, dans laquelle il y a des musulmans, des pas de musulmans, des musulmans pratiquants, des pas de pratiquants, et plein de gens qui habitent à Nice et qui ont décidé de se battre pour que ce bâtiment, aujourd'hui propriété de cette association, devienne légalement une mosquée.
On connaît les positions de monsieur Estrosi, y compris qui interdit une société commerciale qui s'appelle Nour pour l'assurance, au prétexte que comme ça s'appelle assurance islamique, elle risque d'être attaquée. Donc on est dans l'islamophobie pure et simple. J'ai même écouté hier et avant-hier le président autrichien et un autre président qui utilise le mot islamophobie dans leur langue à eux, alors que l'islamophobie est un mot français, alors que nos dirigeants politiques, nous en France, refusent l'expression. Donc est-ce que l'État, la République a une permanence à partir du moment où un préfet, ou un député, ou un président de conseil a pris une décision? Est-ce que l'autre doit la suivre ou non? Nous avons eu le même problème du côté de M. Wauquiez, président de la région de Lyon, puisque son prédécesseur voulait donner une subvention pour construire un centre culturel musulman. Il l'a arrêté. Et vous avez la même chose à Paris avec Madame Hidalgo qui trouve une décision de Monsieur Delanoë pour donner une subvention pour construire un centre culturel et elle la refuse. Donc la permanence de l'État est une continuité en droit administratif. Ceux qui ne sont pas contents, ils vont au tribunal administratif pour avoir gain de cause. Peut-être un dernier mot sur le Sénat, si j'ai bien compris, Christophe. Oui, absolument. Alors le Sénat, c'est après l'avoir refusé, le Sénat a voté l'interdiction de l'emploi des membres de la famille parlementaire suite à l'affaire Penelope Gate. Voilà. Alors en fait, les sénateurs, ce sont des gens très conservateurs. Ouais, et d'ailleurs, en France, pour rien la maison de retraite. On dit c'est un train de sénateurs, c'est-à-dire ça va très lent, ça bouge pas. Or les sénateurs, chaque fois que tu leur mets un coup de pression, là, tout d'un coup, deviennent réactifs. En 2000, le Premier ministre d'époque, M. Jospin, a décidé de réduire la durée du mandat du président de la République de 7 ans à 5 ans. Et donc, on se retrouve président 5 ans, député 5 ans, sénateur 9 ans. Il leur demande donc de voir comment arranger. Ils disent non. Et il leur dit, si vous ne faites pas ça, je vais dissoudre définitivement le Sénat. Et comme ça, on n'aura plus à prendre en charge. Et là, tout d'un coup, les sénateurs réfléchissent une nuit. Et le lendemain, proposent de passer de 9 ans à 6 ans, en expliquant qu'il faut qu'il y ait une institution qui fait la continuité. Jospin accepte. Et aujourd'hui, donc, ils votent cette nouvelle loi de M. Bayrou, qui va consister à diminuer le nombre de sénateurs. C'est pas encore voté, mais surtout qui interdit à un parlementaire, à un sénateur, de faire travailler sa famille avec lui, puisque toute l'affaire de M. Fillon est partie de ce point-là. Donc ce sont des informations brèves, mais qui, elles, ont plus, cher Christophe, d'influence et d'importance sur notre vie citoyenne quotidienne pendant des années, alors que l'affaire de M. Trump, il est venu, il va nous prendre la tête pendant 2 jours, et lundi, on pourra circuler de nouveau à Paris. Tarek, avant de passer à la pub et avant d'accueillir nos invités, je voulais quand même vous faire parler sur ce discours qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, discours prononcé par Emmanuel Macron au G20, où il parle donc de la civilisation, d'un problème de civilisation en Afrique et un problème dû à la natalité importante chez les femmes africaines, entre 6 à 8 enfants par femme. Et tant que ce problème persiste, il ne sert absolument à rien d'investir en Afrique. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une réflexion que certains qualifient de raciste? Alors pour moi, j'ai lu le texte. Le texte n'est pas raciste, mais le texte édicte des vérités réelles, j'allais dire pléonasme, mais ces vérités sont toujours difficiles à dire et à entendre. Je fais même de la provocation, moi je rajoute à cette phrase de M. Macron, un pays dont la natalité par femme est entre 7 et 8 gosses n'est pas viable pour un développement économique, culturel, social et même spirituel, Christophe, parce que vous ne pouvez pas vous occuper de 8 enfants. Et là où je fais de la provocation, je rajoute à tous ceux aujourd'hui qui veulent nous rajouter ou revenir à la polygamie. Et donc, si un homme épouse 4 femmes et que chacune des femmes fait 8 enfants, ben, j'ai pas été longtemps à l'école, mais je fais 8 fois 2, ça fait 16, fois 2, ça fait 34. Et donc, comment voulez-vous une famille de 34 puisse s'occuper de tous les enfants? Aujourd'hui, il y a un problème de surnatalité en Afrique. 32. Oui, ou 32, excuse-moi. Ouais, c'est pour ça que je commence 32. toujours, quand il s'agit de chiffres, je commence toujours par annoncer que les chiffres et moi, on n'est pas toujours contents. Donc ça fait 8, 16, 32. Et c'est un patron qui parle. Hein. Non mais, non mais quand je suis à l'antenne, je suis pas patron. Ouais. Et donc, j'utilise pas ma calculatrice, cher Christophe. Et donc derrière, si vous voulez, il y a une vraie surnatalité. Il y a une vraie
surmortalité infantile. Donc sur les 7, il y en a 2 ou 3 qui vont mourir, on va rester à 5. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que les dirigeants africains se battent pour récupérer leur souveraineté, y compris en termes de naissance. 2 enfants, 3 enfants par couple, c'est suffisant pour ce qu'on appelle la reproduction sociale, donc d'un continent ou d'un pays, et ça permet aux parents de s'occuper comme il faut de leurs 3 enfants, parce que la règle en France, l'éducation, la règle en France, c'était au 19e siècle, et le rêve, c'était que le fils de l'instituteur devienne directeur d'école, les fils du professeur deviennent recteurs. Mais si vous avez 7 enfants, vous pouvez être ni recteur, ni professeur, ni directeur, ni enseignant. Donc, je trouve que la formule de M. Macron est brutale. On aurait pu l'écrire autrement pour dire la même chose, mais on ne peut pas. Rien de comparaison avec le discours de Dakar de Sarkozy? Non, parce que si vous voulez, l'autre, si vous voulez, est un vrai discours raciste parce qu'il dit que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Monsieur Macron dit plutôt... Oui, moi je dirais pas que c'est une forme de racisme. Voilà, Monsieur Macron dit plutôt les Africains ne veulent pas prendre la responsabilité et gérer leur vie. C'est pas la même chose. Eh ben, j'en profite pour faire une spéciale à une famille dont je tairai le nom à Montreuil. Et je pense que les parents sont fiers puisque sur les 11 enfants, 9 garçons et 2 filles, ils ont tous obtenu leur bac avec mention et sont tous soit professeurs, soit chercheurs. Donc ont tous une situation aujourd'hui comme quoi on peut avoir beaucoup d'enfants et aussi les faire réussir. Allez, dans un instant. Non mais oui, quoi. On est là pour dire... Non, mais c'est un exemple aussi. Non, 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 on le prend et j'allais dire c'est l'exception qui confirme la règle. Bien sûr. On y va. Oui. En dehors de cette famille-là où 11 enfants sur les 11, 9 réussissent pour terminer par 11. Hein? Ou les 11, ok. 9 garçons, 2 filles. Et toutes réussies. Avec mention. Et je leur espère le meilleur avenir du monde et qu'ils deviennent tous des exemples de leur famille, de leurs parents et tout ça. Mais à côté de cette famille-là de 11, il y a combien de familles de 5, et je vais pas jusqu'à 11, dont aucun ne réussit et dont un ou deux terminent en prison. C'est sûr, c'est sûr. Ce sont les conditions sociales qui font l'homme. C'est l'exception qui confirme la règle. Ah oui, tout à fait. Allez, dans un instant, un magicien qui est avec nous, que Bouchra va nous présenter dans un instant juste après la pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec la baronne Bouchra Tarek Pami, la baronne Bouchra qui nous a ramené un coup de cœur en personne. C'est un magicien qui est censé faire de la magie, hein, c'est ça? Et qui doit tout faire en 2 minutes. Et qui doit tout faire en moins de 2 minutes. C'est ça. Ah oui, ça va être. L'émission se termine à 18h, un pari, hein, 2 minutes. C'est un pari, Oussama. Mais 2 minutes sur France Maghreb 2, vous savez que ça a un prix quand même. Hein. Ok. Bon, bonjour en tout cas. Bonjour monsieur le magicien. Bonjour. Alors présentez-vous chers amis. Bah, je m'appelle Sossam. Ouais. J'ai 21 ans. Bientôt 22 dans 2 mois normalement et je suis magicien. Comment c'est venu cette idée de vouloir faire de la magie? Bah c'est venu au Maroc. Ouais. J'avais 13 ans et puis j'avais regardé une émission sur 2M. Comment on dit magicien en marocain? Sahar, non? Non, pas Sahar. Ah. Non, pas du tout. Non. Je suis pas une pro de l'arabe. Sahar, c'est sorcier, faut pas faire. Ah ouais. Faut mélanger les choses. Bon, alors comment je dis on une dit bêtise, pardon. Magicien, c'est marocain, ouais. Dialecte, c'est compliqué. Bon, bah, c'est pas. Al-Ab Sihriya. Et toi, Bah, tu dirais comment, Tarek? Je le dirais hors antenne. Comme ça, on apprendra quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, mais les auditeurs peuvent peut-être savoir, les auditeurs et les auditrices. Magicien. Avec l'accent arabe, magicien. Magicien. Alors, c'est quoi comme type de magie? Je fais du close-up, du mentalisme. Et je fais de la grande illusion aussi. Du mentalisme, c'est quoi ça? C'est lire dans les pensées. C'est pas la série, non. Non, c'est lire dans les pensées des autres. Et puis. Ah, tu peux lire dans les pensées des autres. Ouais. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'il a en tête là maintenant? À quoi, là? 1, 2, 3. Il pense au chiffre 7. Pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, on va arrêter de poser des questions, on va le laisser développer sa thèse. Il pense à partir en vacances au Maroc. Ah, si tu m'y invites, pourquoi pas, mon ami, hein? Avec grand plaisir. On a des amis à Mohamedia qui seraient ravis de te recevoir. Ah bon? Pourquoi moi? Ah oui, principalement, d'accord. Principalement Mohamedia, justement, qui nous écoute. Un grand bonjour à Carlos. Christophe. Qui est sur la route et qui rentre au Maroc. T'inquiète pas, on t'a pas oublié. Bon route, on va ramener. Bon, tu es invité par Carlos, Christophe. On va ramener Carlos, on va ramener notre. Alors, le magicien a fait une tournée, je crois, c'est ça? Ouais, bah cet été, je fais une Summer Tour. Ouais. 2017 au Maroc. Ça va être à Mohamedia, Casa, Marbella le 17. Ça c'est pas au Maroc, c'est en Espagne. Non, Marbella c'est en Espagne. Ah, Je parle de mon Summer Tour. De ma tournée de cet été. Non, de ma tournée cet été, ça va être Marbella, Casa, Mohamedia, Agadir, on va être un peu partout. Et tu passes pas la frontière, non?
Bah je me téléporte moi. Très bien. Alors c'est quoi comme type de public qui viennent te voir? C'est des Tout enfants, type de- adultes, adolescents? Tout type Ouais. de public, grands, petits, ados, des familles, des mamans, des couples. Très bien. Et Votre spectacle porte un titre? Bah là en ce moment je suis en train d'écrire. ouais. Là je suis en train d'écrire, j'ai fini mon synopsis et puis on est à la recherche d'une prod. D'accord. D'une Donc production. vous avez une pour- tournée J'ai- qui est programmée, Ouais. Oui. alors que vous n'avez pas encore votre texte. Non, bah, je parle de mon spectacle. Parce Oui. que dans ma La tournée, tournée, vous êtes tout seul, vous êtes un groupe, comment ça se passe je dans la suis- vie? en fait, moi, on est deux. Oui, On est deux, je suis moi et mon agent. d'accord. Et ce que je vais faire cet été, c'est une tournée de close-up. Genre, je fais- D'accord, et ok. de l'hypnose aussi, parce que je suis hypnotiseur aussi. D'accord, oui, Et pour mon spectacle, ça va être un spectacle sur scène. d'accord. Normalement, ça va être prévu pour en 2018, début 2018. Voilà. D'accord. Et là au Maroc, ça va être dans les salles, ça va être sur les plages, ça va être pour les producteurs locaux, comment ça se passe? Bah, ça va être dans des plages. Dans des D'accord. plages, des établissements comme Mohamedian, je suis déjà à la Villa, Oui, d'accord, à la Véranda, d'accord. Casablanca. à Casa aussi, et à Marrakech. Marbella, ça va être au Théâtre. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le close-up? Parce que tout le monde. Moi, j'ai découvert ouais. ça parce que quand tu as gagné le championnat, c'était quoi Championnat de France. Championnat de France, Deuxième au et championnat c'était à l'Elysée. Qu'est-ce que tu as C'était- fait? Non, Est-ce que c'était au tu peux- salon de Sénat. Voilà. Ouais, c'était au salon de Sénat. En même temps, il y a pas de mal là-bas. Bah, Au Sénat. J'étais le seul rebeu. Et il y avait ma mère avec moi, c'était la seule femme en hijab qui est rentrée, ça m'a fait plaisir. Et c'est quoi donc alors le Bah, c'était une Coupe de France. Ouais. J'ai participé, comme je suis déjà champion de Maroc en 2011, ils m'ont appelé. ils m'ont Champion de contacté. France, de Maroc de quoi? De close-up. D'accord. Alors qu'est-ce que le close-up? Le close-up, c'est quoi? C'est la Close-up, question voilà. posée par Explique. Bouchra. Close-up. Le close-up, c'est de la magie à proximité. Genre, je fais des tours à 2-3 cm D'accord, à côté de vous. d'accord, ok. D'accord. Et donc, C'est ce qui est impressionnant en fait. et les sénateurs, comment ils ont réagi là? Eux qui sont toujours. T'as réussi à les réveiller quand même? Non, Non, j'ai j'ai pas pas fait du pour regarder. Tu l'as- C'était du close-up. C'était du close-up. Ils j'ai étaient fait des comment tours de magie, c'était Ils ont bluffé. réagi. C'était bluffé et c'était Et vous avez fait ça dans quelle salle au Sénat? au salon de Sénat. Non mais où? Je me souviens plus. Oh, bon, d'accord, ok. Ça l'a marqué. C'est immense, c'est tout jaune, il y a des motifs partout. Ça s'appelle les ors de la République quand c'est tout jeune comme ça. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Ça, en tout cas, c'est voilà, c'est un privilège d'aller là-bas. Hein. Ouais. Ah, Ah, ça c'est clair que oui. Ah oui, absolument. D'ailleurs, les Sénats qui s'inquiètent un peu parce que Macron veut réduire leur d'un tiers les Sénats ainsi que les députés d'ailleurs. Oui, un Ça tiers. fera un peu de Il y aura moins ménage. de monde. Bah, il y aura moins de monde du coup. Voilà, il y a plus de place. Et plus de place pour faire le spectacle. Voilà, c'est tu auras ça. de la place pour faire si tu repars là-bas. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, on peut donne-nous tes petits trucs sur Sur les tes réseaux sociaux, on peut te suivre et trouver tout où ça. Ouais, Voilà. ma page Facebook c'est SOSAM, SO2SAM. Ouais. Mon Snap c'est SO-26SAM. Ouais. Tiré au milieu, SAM. Et voilà. Très Et bien. sur ces réseaux, Vous pouvez on retrouver, peut voir quelques-uns de vos tours. Ouais, Bien pour sûr. découvrir Bien sûr. sur Sur Snap, je suis toujours sur Snap, je snap partout, un peu partout. C'est juste impressionnant quand on voit. Enfin, surtout L'hypnose, l'hypnose, Vous avez c'est. Bouchra, un super agent de communication. Vous n'avez pas besoin de toujours. l'autre. Hein. Bah ce soir, retrouvez-moi à Dunkerque. Déjà À Dunkerque, qui repart à Dunkerque. À Dunkerque ce soir, ça va être au Bifort. Grosse dédicace à Moh aussi. Ça va être au Bifort, on va hypnotiser tout le monde et vous pouvez regarder sur Snap. Très bien. Nous, on veut un petit tour de magie avant qu'ils partent. Hein. Mais oui, bien sûr. Hein bien sûr. On Ça, fera un c'est petit sûr. Ouais, tour de bien magie. sûr, Hein, bien tout sûr. à l'heure. Vous ferez ça Tarek et Christophe, vous allez y en avoir antenne. droit. Moi, j'ai. Vous- Oui, hors antenne, mais Vous moi, ferez j'ai. ça hors antenne parce qu'il est 18h. Et là, on va finir. Voilà, il faut y aller là. Il faut y aller. Et je voulais Pour la faire formation. juste une petite Allez-y, grosse mais- dédicace à allez-y. Purple Money, et à Rabat et Youssef, et qui est l'artiste. Foxy. Foxy et Artiste, tout le monde. le chanteur. Et en général, on dit et tous les autres. Parce Et que tous vous les avez- autres. Ouais, comme vous ça, t'oublies avez personne. Forcément oublié. Tout le monde, tout le monde. Merci en à tout vous. cas et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Bouchra, à toi. merci. Merci à Bouchra pour l'invitation. Ça va- ça va- Merci à toi. Tarek Mami la semaine prochaine avec Si nous. Dieu veut, À avec bientôt. un sujet, Zarzis le bateau. Et Zarzis, bon la 14 chanson. juillet, bon feu d'artifice, bon bal des pompiers. Merci. Dédicace à tous les pompiers. Ouais, absolument. Bravo Merci à tous ce qu'ils beaucoup. font. Aussi, surtout. Il est précisément 18h02. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Le Grand Forum se poursuit dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de ce jeudi 13 juillet. Bonne soirée, merci d'écouter et de rester fidèle à France Maghreb 2, bien sûr.
Bonjour à tous. Donald Trump est en France. Le président américain et son épouse ont atterri ce matin à Orly. Au programme de leur visite, rencontre à l'ambassade américaine, cérémonie militaire aux Invalides, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée et enfin dîner dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel avec Emmanuel Macron. Demain, Donald Trump assistera au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Drame familial ce matin à la clinique du Diaconat à Colmar. Une femme de 38 ans, médecin en gériatrie, a été tuée par balle peu avant 8 heures alors qu'elle venait de prendre son service. Le tireur, qui était le beau-père de la victime, a retourné l'arme contre lui et s'est suicidé d'une balle dans la tête. Il est mort des suites de ses blessures vers 11 heures. La médecin originaire du Bas-Rhin travaillait dans cette clinique depuis 4 ans. Elle était mère de 2 enfants de 9 et 11 ans. Autre drame familial en Bretagne, avec la découverte mardi de 3 bébés congelés dans la chambre froide d'un bateau et au domicile de la mère. La mère a avoué les avoir étouffés avec un coussin dès leur naissance en 98, 99 et 2003. Les ministres de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et de la Santé, Agnès Buzyn, assurent qu'ils prendront toutes les mesures qui s'imposent dans les mois à venir pour lutter contre le fléau de la pollution de l'air. Hier, le Conseil d'État demandait au gouvernement d'agir pour respecter les directives européennes en la matière. Pas de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu avant 2019. Les députés ont voté une disposition qui reporte d'1 an l'entrée en vigueur du dispositif. Une expérimentation va être menée cet été. Plusieurs tableaux conservés au musée du Louvre touchés par les intempéries qui ont frappé Paris dans la nuit de dimanche à lundi. Les restaurateurs du musée doivent établir un état des lieux précis des dégâts constatés. La dépouille de Salvador Dalí sera exhumée jeudi prochain. Une juge de Madrid l'a ordonné en réponse à la demande de reconnaissance de paternité d'une femme de 61 ans qui se présente depuis plus de 10 ans comme la fille unique de l'artiste. L'exhumation permettra de réaliser un test ADN. 12e étape du Tour de France aujourd'hui, 214 km de montagne dans les Pyrénées entre Pau et Péragude. Au menu du jour, 2 cols de 2e catégorie, 2 cols de 1re catégorie et le mythique port de Balès, hors catégorie, situé 30 km avant l'arrivée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.